En matière de poésie, les grands genres traditionnels sont toujours au sommet de leur prestige. Les écrivains cherchent à suivre ces grands modèles et on ne les lit plus aujourd'hui. Tenez, je vais vous en donner tout de suite un fragment. Écoutez. Voltaire, la Henriade. Argument, Henri III, ou Henri de Valois, s'unit avec Henri de Bourbon, roi de Navarre, contre la Ligue qui a commencé le blocus de Paris. Je chante ce héros qui régna sur la France, et par droit de conquête et par droit de naissance, qui par de longs malheurs apprit à gouverner, calma les factions, sut vaincre et pardonner, confondit et Mayenne et la Ligue et libère, et fut de ses sujets le vainqueur et le père. Descends du haut des cieux, auguste vérité, répands sur mes écrits ta force et ta clarté, que l'oreille des rois s'accoutume à t'entendre. C'est à toi d'annoncer ce qu'ils doivent apprendre, c'est à toi de montrer aux yeux des nations les coupables effets de leur division. Dis comment la discorde a troublé nos provinces, dis les malheurs du peuple et les fautes des princes. Des Guises, cependant, le rapide bonheur, sur son abaissement élevait leur grandeur. Ils formaient dans Paris cette ligue fatale de la faible puissance orgueilleuse rivale. Les peuples déchaînés, vils esclaves des grands, persécutaient leurs princes et servaient des tyrans. Ses amis corrompus bientôt l'abandonnèrent. Du Louvre épouvanté, ses peuples le chassèrent. Dans Paris révolté, l'étranger accourut. Tout périssait, enfin, lorsque Bourbon parut. Le vertueux Bourbon, plein d'une ardeur guerrière, à son prince aveuglé vint rendre la lumière. Il ranima sa force, il conduisit ses pas de la honte à la gloire et des jeux au combat. Au rempart de Paris, les deux rois s'avancèrent. Rome s'en alarma, les Espagnols tremblèrent. Et l'Europe, attentive à ces fameux revers, sur ces murs malheureux tenait ses yeux ouverts. Ce que vous venez d'entendre, c'est le début d'une épopée, c'est-à-dire le genre réputé le plus prestigieux de toute la poésie depuis Homère et Virgile. Et cette épopée, elle s'appelle la Henriade. Elle est à la gloire de Henri IV et elle est de Voltaire. Il l'a écrite en même temps que sa tragédie d'Édipe. Il l'a publiée dès 1723. Et en consacrant une épopée à Henri IV, il consacre une épopée à celui qui a fondé la dynastie des Bourbons, dont sont issus ensuite Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. Et Voltaire dédie ce poème à Louis XV. Il s'agit de doter la France de sa mythologie royale avec l'image, le mythe du bon roi Henri, premier des souverains absolus, mais celui qui avait ramené la paix après la guerre civile, du temps des troubles de religion, celui qui était aussi un roi tolérant, un roi qui respectait et catholiques et protestants. C'est donc tout à la fois une célébration du régime monarchique en place, mais aussi un appel à la modération. Et Voltaire se posait en concurrent, quand il écrivait cela, de Virgile. L'Énéide de Virgile était le texte le plus enseigné dans les collèges. Or, c'était le texte qui célébrait la lignée qui avait abouti à l'empereur Auguste, qui était le protecteur de Virgile. On voit comment la grande poésie avait des enjeux politiques, et Voltaire a été nommé plus tard historiographe de France, littérature et politique. Tout cela va ensemble avec ces modèles classiques. Alors je pourrais énumérer nombre de genres poétiques. Par exemple, tenez, juste pour provoquer un peu la curiosité, au XVIIIe siècle, quand on parle de Rousseau, à qui est-ce qu'on pense? Non pas à Jean-Jacques d'abord, mais le grand Rousseau, à cette époque, jusqu'à la fin du siècle, après c'est Jean-Jacques qui est devenu célèbre, c'était Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'était un écrivain d'Aude, qui a été le grand rival en poésie de Voltaire, qui le détestait. Il écrivait des poésies religieuses, mais aussi des poésies libertines et des textes satiriques. Tout cela lui a valu d'être obligé de s'exiler, et il est mort à Bruxelles. Mais
il était capable de donner de la poésie religieuse bien marquée en face de ces poésies libertines. Et la poésie religieuse, c'est un genre très prestigieux à l'époque. On va en écouter un exemple. Jean-Baptiste Rousseau. Ode tirée du psaume 145. Mon âme, louez le Seigneur. Rendez un légitime honneur à l'objet éternel de vos justes louanges. Oui, mon Dieu, je veux désormais partager la gloire des anges et consacrer ma vie à chanter vos bienfaits. Renonçons au stérile appui des grands qu'on implore aujourd'hui. Ne fondons point sur eux une espérance folle. Leur pompe indigne de nos vœux n'est qu'un simulacre frivole, et les solides biens ne dépendent pas d'eux. Comme nous, esclaves du sort, comme nous, jouets de la mort, la terre engloutira leurs grandeurs insensées, et périront en même jour ces vastes et hautes pensées qu'adorent maintenant ceux qui leur font la cour. Dieu seul doit faire notre espoir, Dieu de qui l'immortel pouvoir fit sortir du néant le ciel, la terre et l'onde, et qui, tranquille au haut des airs, anima d'une voix féconde tous les êtres semés dans ce vaste univers. Heureux qui, du ciel occupé, et d'un faux éclat détrompé, met de bonheur en lui toute son espérance. Les jours des rois sont dans sa main. Leur règne est un règne incertain, dont le doigt du Seigneur a marqué les limites, mais de son règne illimité, les bornes ne seront prescrites ni par la fin des temps, ni par l'éternité. Je ne sais pas ce qu'étaient les opinions privées de Jean-Baptiste Rousseau, je ne sais pas s'il était catholique, sincère ou libertin, mais je sais qu'on peut écouter ce texte et voir qu'il y a une tonalité religieuse profonde dans la grande poésie et qu'elle a eu du succès. Pour ce que nous raconterons ensuite, il faut garder cela présent à l'esprit. Comme on gardera, autre exemple, présent à l'esprit, un autre poète qui, dans un registre tout aussi didactique, mais dans une tonalité un peu moins élevée, est devenu célèbre dans la deuxième moitié du siècle. Il s'agit de l'abbé Delille. Il était professeur de latin. Il a traduit les Géorgiques de Virgile, autre exemple de classicisme, et il a fait en 1782 un triomphe avec son poème des Jardins, qui s'inspire des bucoliques de Virgile, mais qui s'inspire aussi de Malherbe. Si vous vous souvenez, on avait entendu Malherbe parler des jardins, des parcs royaux au siècle précédent. Et il s'inspire de Boileau, qui célébrait son jardin à lui dans une maison qu'il avait à Auteuil. Donc on voit la combinaison du modèle antique, Virgile, et puis des modèles du siècle précédent. Et voilà ce que donne, par exemple, un passage de ce poème des Jardins. Jacques Delille. Les jardins ou l'art d'embellir les paysages. Chant premier. Le doux printemps revient et ranime à la fois les oiseaux, les zéphyrs et les fleurs et ma voix. Pour quel sujet nouveau dois-je monter ma lyre? Ah, lorsque d'un long deuil la terre enfin respire, dans les champs, dans les bois, sur les mondes alentours, quand tout rit de bonheur, d'espérance et d'amour, qu'un autre ouvre au grand nom les fastes de la gloire, sur un char foudroyant qu'il place la victoire, que la coupe d'attrait ensanglante ses mains, Flore a souri, ma voix va chanter les jardins. Je dirai comment l'art, dans de frais paysages, dirige l'eau, les fleurs, les gazons, les ombrages. Pour embellir les champs simples dans leurs attraits, gardez-vous d'insulter la nature à grands frais. Ce noble emploi demande un artiste qui pense, prodigue de génie et non pas de dépense. Moins pompeux qu'élégant, moins décoré que beau,
Un jardin, à mes yeux, est un vaste tableau. Soyez peintres, les champs, leurs nuances sans nombre, les jets de la lumière et les masses de l'ombre, et des prés émaillés les riches broderies, et des riants coteaux les vertes draperies, les arbres, les rochers, et les eaux et les fleurs, ce sont là vos pinceaux, vos toiles, vos couleurs. La nature est à vous, et votre main féconde dispose pour créer des éléments du monde. Saisissez, s'il se peut, leurs traits les plus frappants, et des chants apprenez l'art de parer les chants.